Les mots n'avaient pas de sens au début. Ils flottaient simplement entre nous. Au-dessus de la bougie vacillante et de nos assiettes de pâtes à moitié. Terminé, comme une mauvaise chute attendant une blague qui ne venait pas. Ne me reparle plus de mariage. Je ne veux pas que les gens pensent que je me suis résigné. C'est le rire qui a suivi qui a gravé ces mots dans mon crâne. Ce n'était pas un rire doux ou nerveux. C'était un ricanement sec. Condescendant, qui a fait tourner quelques têtes aux tables voisines. Elle riait. Comme si c'était la chose la plus spirituelle qu'elle ait jamais dite. Je m'appelle Julien. Elle s'appelle Camille. Nous étions chez Le Sorrento, un bel Italien du 11e arrondissement qu'elle voulait tester depuis des mois. J'avais réservé une semaine à l'avance. La lumière tamisée scintillait sur son verre de vin et sur le bracelet en argent que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Je pensais que l'ambiance était parfaite, romantique. J'avais pris mon courage à deux mains toute la soirée pour suggérer que nous commencions enfin à regarder des alliances. Ma fourchette, chargée de linguine, s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Je l'ai reposée lentement. Quoi? Camille a pris une gorgée de son Bourgogne, son sourire persistant. Comme si elle venait de partager une plaisanterie privée hilarante. Tu m'as entendu. Tous ces discours sur le futur. C'est tellement définitif, tellement officiel. Mon cerveau luttait pour suivre. Ça devait être un malentendu, une blague de mauvais goût. Je parlais simplement de notre avenir, de notre vrai avenir, ensemble. J'ai gardé la voix basse, espérant la ramener de la falaise sur laquelle elle dansait. Tu sais, construire une vie, une famille. Elle a laissé échapper un soupir exaspéré, le genre qu'on réserve à un enfant demandant. Pour la 5e fois si on est bientôt arrivé. Oh, Julien, pas encore ça. Notre vie est très bien comme ça. C'est génial. Pourquoi mettre une étiquette? Pourquoi faut-il que tout soit si permanent? Un œuf froid a commencé à se serrer dans mon estomac. Ce n'était pas une blague. Le regard dans ses yeux était celui d'un agacement sincère, frôlant le mépris. Parce que je t'aime. Ai-je dit, les mots semblant soudainement faibles et stupides. Je pensais que tu ressentais la même chose. Tu ne veux pas ça? Avec moi. Elle s'est penchée en avant, sa voix tombant dans un murmure complice qui était d'une certaine manière plus cruelle que si elle avait crié. Écoute, tu es un mec génial. Tu es confortable. Tu es stable. Mais le mariage. Elle s'est redressée, ce rire dévastateur bouillonnant à nouveau. Je ne veux pas que les gens pensent que je me suis résigné. Elle a secoué la tête. Ses yeux pétillants d'amusement face à l'absurdité de l'idée. Mon Dieu, tu imagines? Mes copines ne m'en laisseraient jamais voir la fin. Se résigner. Le mot a frappé comme un coup physique, expulsant l'air de mes poumons. Ce n'était pas seulement qu'elle ne voulait pas se marier. C'était que l'idée d'être liée en permanence à moi était un handicap social, une marque de standard revue à la baisse. J'étais avant, dans l'histoire de sa vie, le type qu'on fréquente en attendant que quelque chose de mieux arrive. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée, cette femme que j'aimais depuis 4 ans. Celle que j'avais soignée pendant ses grippes, avec qui j'avais fêté ses promotions, dont j'avais passé d'innombrables fêtes dans la famille. J'ai vu l'arc parfait de son sourcil, la façon dont son rouge à lèvres était impeccablement appliqué, et la certitude absolue, inébranlable dans ses yeux. Qu'elle avait raison. Le bruit du restaurant, le tintement des verres, le murmure des conversations. Le jazz doux, tout s'est effacé dans un grondement sourd. Tout ce que je pouvais entendre, c'était l'écho de ce rire et le déclic final et écœurant alors que tout ce que je pensais que nous étions volés en 1 million d'éclats. Méconnaissable. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas argumenté. Qui avait-il à dire? S'il te plaît, ne me considère pas comme l'homme par lequel tu t'es résigné. L'humiliation était trop complète, trop profonde.
J'ai croisé le regard du serveur et j'ai fait un geste de la main pour demander l'addition. Il a acquiescé. Quoi, a dit Camille, son sourire s'effaçant enfin alors. Qu'elle remarquait mon silence. Tu ne vas pas faire une scène pour ça, si? Je l'ai juste regardé, mon visage étant un masque impassible. À l'intérieur, un calme étrange descendait, un front glacial s'installant pour geler le chaos. Le serveur a apporté l'addition. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai placé ma carte bancaire dans le porte-addition en cuir sans même regarder le total, et je l'ai rendu. Julien, sérieusement, parle-moi. Je me suis levé en repoussant ma chaise. Les pieds ont raclé les carreaux de terre cuite avec un son qui semblait définitif. Où vas-tu? A-t-elle demandé, sa voix maintenant teintée d'une pointe de confusion et d'un premier soupçon d'alarme. J'ai enfin croisé son regard. Ma voix était plate, dénuée de toute l'émotion qui tourbillonnait en moi quelques minutes auparavant. C'était le ton qu'on utiliserait avec un étranger qui nous aurait bousculé dans la rue. C'est entendu, ai-je dit. Je comprends tout. Parfaitement maintenant. Et je me suis retourné et je suis sorti du restaurant, la laissant assise seule à table, la bougie vacillant toujours entre nous, ces mots flottant dans l'air, n'étant plus une blague, mais un monument à notre fin. Le trajet du retour s'est fait dans un silence d'étude. Le seul son était le ronronnement du moteur et le doux sifflement des pneus sur l'asphalte. Camille était assise, rigide sur le siège passager, les bras croisés, fixant par la fenêtre le défilé flou des lampadaires. Je pouvais sentir la colère irradier d'elle par vagues, une chaleur vive et piquante contre l'engourdissement froid qui s'était installé en moi. Se résigner. Le mot passait en boucle dans ma tête. Mais la douleur avait disparu. Elle avait été cautérisée par la clarté aveuglante de sa déclaration. Il ne restait aucune ambiguïté sur laquelle s'apitoyer, aucun sens caché à déchiffrer. La vérité était aussi brute et peu attrayante qu'une lampe chirurgicale. Elle a finalement brisé le silence alors que je me garais sur notre place de parking. Tu vas vraiment être comme ça? A boudé parce que j'ai été honnête. J'ai coupé le moteur. Le silence soudain était absolu. Je l'ai regardé, voyant vraiment l'arrogance gravée dans sa mâchoire. Ce n'était pas une femme qui pensait avoir blessé son partenaire. C'était une femme agacée que son partenaire soit importunément contrarié par son honnêteté. Je ne boude pas, ai-je dit d'une voix égale. C'était la vérité. Alors comment appelles-tu ça? Faire la tête? Très mature, Julien. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers notre immeuble. J'ai entendu la portière claquer avec une force inutile derrière moi. À l'intérieur, l'espace familier semblait étranger. Le canapé que nous avions choisi ensemble, les cadres au mur, le plaid que sa mère avait tricoté, tout cela ressemblait au décor d'une pièce de théâtre qui venait de se terminer. J'attendais juste que le rideau tombe. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Je n'avais pas tant dormi que flotter dans un état de suspension engourdi. Camille dormait encore, me tournant le dos. Je me suis levé, me suis douché et me suis habillé pour le travail avec une efficacité robotique. Elle a bougé alors que je lassais mes chaussures. Se retournant, elle m'a regardé, en plissant les yeux à la lumière du matin. Sa voix était pâteuse, teintée d'une nonchalance travaillée. Tu vas faire ton bébé toute la journée? Je me suis levé et je l'ai regardé. Il n'y avait pas de colère en moi, pas de tristesse. Juste un vaste plan vide de certitude. Non, ai-je dit, mon ton plat est final. N'en dis pas plus. Je comprends tout parfaitement maintenant. Je suis sorti de la chambre, j'ai attrapé mes clés et mon sac d'ordinateur, et je suis parti. Je ne l'ai pas embrassé pour lui dire au revoir. Je n'ai pas regardé en arrière.
Je suis allé au travail, mais j'étais un fantôme. J'ai assisté à des réunions, répondu à des emails, mais mon esprit était ailleurs. Il construisait un plan d'évasion. Pendant ma pause déjeuner, je n'ai pas mangé. J'ai appelé Thomas, mon plus vieil ami. « Et mec, ça va ?» a-t-il répondu, la voix joyeuse. « J'ai besoin d'un service, ai-je dit, allant droit au but. Je peux squatter ton canapé un moment ?» La joie a disparu de sa voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Camille a fini par dire tout haut ce qu'elle pensait tout. Bah. Hier soir, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se marier parce qu'elle ne voulait pas que les gens pensent qu'elle s'était résignée. J'ai raconté l'histoire sur le même ton calme et factuel que j'avais utilisé toute la matinée. Il n'y avait aucun tremblement dans ma voix, aucun appel à la sympathie. J'exposais simplement les faits. Il y a eu un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Puis, un sifflement bas. Putain, Julien. Je suis vraiment désolé. Quelle horreur de dire ça. C'est bon, ai-je dit, et je le pensais. C'est mieux de savoir. Je peux passer ce soir? Bien sûr. Le canapé est à toi aussi longtemps que tu en as besoin. Tu veux que je vienne t'aider à prendre tes affaires? Non, j'en fais mon affaire. Merci, Thomas. Ce soir-là, j'ai dit à Camille que je travaillais tard. C'était le premier et le seul mensonge que j'ai dit pendant tout le processus. Au lieu de cela, je suis allé chez Thomas. Il m'a tapé sur l'épaule, m'a tendu une bière et n'a pas posé d'autres questions. Son soutien silencieux était une encre dans l'immobilité surréaliste de ma nouvelle réalité. Assis sur son canapé, j'ai ouvert mon ordinateur. L'idée ne ressemblait pas à une vengeance. C'était une nécessité. Comme prendre une première bouffée d'air après avoir été sous l'eau trop longtemps. J'ai ouvert Tinder. J'ai créé un profil. L'acte me semblait méthodique, comme remplir une candidature pour le poste d'homme célibataire. J'ai choisi une photo récente d'une randonnée avec Thomas. Je souriais, plissant les yeux face au soleil, l'air vraiment heureux. Je n'ai pas écrit de bio prétentieuse. Je n'ai pas essayé de vendre une version exagérée de moi-même. J'ai écrit simplement. Mec tranquille qui aime les randos, les mauvais films et le bon café. Envie de faire de nouvelles rencontres et de voir où ça mène. C'était vrai. C'était moi, sans le filtre du jugement de Camille. C'était l'homme qu'elle pensait être. Simplement, confortable. Appuyer sur le bouton de validation du profil ressemblait moins à un acte de défi qu'à un acte de réappropriation. Je reprenais mon identité. Pendant les 3 jours suivants, je suis devenu un fantôme chez moi. Je me déplaçais avec une intention silencieuse quand Camille était au travail ou sortait avec ses amis. J'ai pris mes papiers importants. Mon ordinateur, mes livres préférés, la montre que mon père m'avait offerte et environ les 2/3 de mes vêtements. Je n'ai pas pris les meubles que nous avions achetés ensemble. Je n'ai pas pris la télé ni les ustensiles de cuisine. C'étaient des vestiges d'une vie que je ne vivais plus. Le 4e jour, j'ai pris le dernier carton de mes affaires. Je suis resté un moment dans le salon, qui semblait maintenant vide malgré tous les objets familiers encore en place. J'ai posé ma clé de l'appartement sur le comptoir de la cuisine, juste à côté du bol de fruits qu'elle aimait tant. Mon téléphone a vibré dans ma poche 1 heure plus tard, alors que je déballais un carton chez Thomas. Je l'ai sorti. C'était une notification de Tinder, un match. J'ai ressenti un léger frémissement étranger, quelque chose qui n'était pas de la douleur. C'était une possibilité. Puis, 1 seconde plus tard, un SMS de Camille a clignoté sur mon écran. Le ton était de l'état de choc pur. Julien, c'est quoi ce bordel? C'est une blague? Tu es sur Tinder.
J'ai lu le message. J'ai vu les mots, senti la fureur et l'incrédulité qui en émanaient, et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de satisfaction, juste le ronronnement tranquille de la nouvelle vie que je construisais déjà. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement remis mon téléphone dans ma poche, l'écran toujours allumé avec son indignation, et j'ai continué à déballer mes affaires. Le silence, je l'apprenais, était la chose la plus puissante que je possédais. Le silence était mon sanctuaire. Pendant les 2 premières semaines, j'ai vécu dans une bulle de silence béni. Chez Thomas. Les SMS de Camille arrivaient par vagues sporadiques et furieuses. Camille, jour 2, je n'arrive pas à croire que tu fasses vraiment ça. Tu as déménagé pour une seule conversation. Tu es complètement fou. Camille, jour 5, mes copines ont raison. Tu es un narcissique. C'est un classique du rejet narcissique. Tu cherchais juste une excuse. Camille, jour 8, tu as laissé tes stupides chaussures de rando. Je les donne à une association. J'espère que tu auras des ampoules. Je les ai tous lus. Je ne l'ai pas bloqué. Regardez le ton passé de la colère à une tentative de sondage. Confuse, c'était comme regarder une carte météo de son effondrement. C'était des données. Ce n'était pas mon problème. Le canapé de Thomas était temporaire. Mais c'était la paix. J'ai trouvé un petit 2 pièces propre de l'autre côté de la ville et j'ai signé un bail de 6 mois. C'était chez moi. Les murs blancs étaient une toile, pas une prison. J'ai acheté un lit, un bureau et un seul fauteuil confortable. La simplicité était un baume. Je ne me suis pas jeté à corps perdu dans les rencontres. Le profil Tinder était actif, et j'échangeais quelques messages ici et là. J'ai même pris un café avec une femme douce et posée nommée Clémence, qui était bibliothécaire. Ce n'était pas un coup de foudre romantique. C'était une conversation agréable avec quelqu'un qui ne connaissait pas mon passé, qui ne me regardait pas en voyant un bouche-trou. C'était normal. C'était un rappel que le monde était plein de gens qui n'avaient pas déjà décidé que j'étais un compromis. Je me suis jeté dans le travail. Sans la charge émotionnelle de gérer les humeurs et les attentes de Camille, j'avais un surplus d'énergie. J'ai terminé un projet en avance, et mon patron, un homme de peu de mots, s'est arrêté à mon bureau et a dit « Tu es à fond en ce moment, Julien. » Ça se voit. C'était le premier compliment professionnel qui me semblait vraiment mérité depuis des années. C'était ma vie maintenant. Calme, productive et entièrement la mienne. Le fantôme du rire de Camille s'effaçait, remplacé par la satisfaction tangible d'une vie construite selon mes propres termes. La première vraie fissure dans son armure est apparue 3 semaines après mon départ. Mon téléphone a vibré pour un appel entrant. Camille. Je l'ai laissé sonner 4 fois. Puis, poussé par une curiosité calme, j'ai répondu. Je n'ai rien dit. Julien? Sa voix était serrée, artificiellement calme. On doit parler. Tu ne peux pas simplement disparaître. Je suis là, ai-je dit, mon ton neutre. Comme un agent de service client répondant à une requête. Tu as complètement surréagi, a-t-elle commencé, entamant sa tentative de raisonnement. Ce que j'ai dit au restaurant, c'est mal sorti. Tu sais que je t'aime. Les mots étaient clairs. J'ai répondu en imitant le ton factuel que j'avais utilisé ce soir-là. Le rire était plus clair. J'ai entendu sa brusque inspiration. Alors, tu vas tout foutre en l'air, 4 ans de vie commune, pour une seule phrase? Tu es si fragile que tu ne peux pas supporter un peu d'honnêteté? Ce n'était pas une phrase, ai-je dit, la vérité se cristallisant au fur et à mesure que je parlais. C'était une vérité que j'avais besoin d'entendre. Merci. Pour ça. J'ai raccroché.
Pas de drame, juste un clic. Je l'imaginais fixant son téléphone, avec la première goutte de réalisation froide que ces mots avaient des conséquences que ses larmes ne pourraient pas effacer. La phase suivante a été celle des supplications. Cela est arrivé une semaine plus tard. Dans un message vocal. Sa voix était chargée de larmes, l'artifice ayant disparu. S'il te plaît, Julien. C'est le bordel ici sans toi. Je ne dors plus. J'ai été stupide et j'ai eu peur, d'accord? J'avais peur. Je veux me marier avec toi. J'avais juste peur de ce que les gens penseraient. C'est mon problème, pas le tien. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. S'il te plaît. Rappelle-moi. S'il te plaît. Je l'ai écouté une fois. La meilleure chose qui lui soit arrivée, mais pas assez bien pour être revendiquée fièrement. L'hypocrisie était presque poétique. J'ai supprimé le message. Le son de ces pleurs, qui auraient brisé l'ancien moi, ressemblait maintenant à de la pluie sûre. Une vitre, un événement météo lointain dont j'étais protégé. La dernière étape a été la colère, les vraies couleurs révélées quand la manipulation et la pitié ont échoué. Les SMS ont commencé un vendredi soir. Camille, 21h14, mai. Copines disent que tu devais me tromper. C'est ça? Tu cherchais juste une excuse pour passer à une autre? C'était la bibliothécaire de ton profil qui t'attendait? Je n'ai pas répondu. L'accusation était si transparente, si désespérée, que c'en était presque drôle. Camille, 21h47, tu vas vraiment m'ignorer comme ça? Après tout? Après 4 ans? Tu es un lâche sans colonne vertébrale qui ne peut même pas avoir une vraie conversation. Le silence de mon côté était un vide qu'elle essayait désespérément de combler. Avec du bruit, n'importe quel bruit. Camille, 22h23, très bien. Si je n'ai pas de nouvelles de toi d'ici ce soir, c'est fini pour toujours. Tu comprends? Fini. Ne m'appelle plus jamais. Ne te pointe pas à ma porte. C'est fini entre nous. J'ai lu le dernier message, un léger sourire sec effleurant mes lèvres. Elle essayait de rompre avec moi. Elle organisait des funérailles pour une relation dont j'avais déjà enterré le cadavre et dont je m'étais éloigné des semaines auparavant. Le pouvoir s'était si complètement inversé qu'elle hurlait. Maintenant dans le vide, essayant de s'approprier une fin que j'avais déjà écrite. J'ai mis mon téléphone en silencieux, j'ai repris le livre que je lisais et j'ai passé le reste de la soirée dans la paix profonde et satisfaisante de ma propre compagnie. Son effondrement était son problème. Désormais, ma vie ne faisait que commencer. 3 mois jour pour jour après être sorti du Sorrento, je me suis retrouvé au bord du jardin de Hugo et Sophie, une bière fraîche à la main, et écoutant le bourdonnement familier d'un barbecue d'été. J'avais failli décliner l'invitation, mais Hugo était un bon ami, et me cacher ressemblait trop à une fuite. Je ne fuyais plus. Je vivais? Tout simplement. J'avais passé la matinée dans mon nouvel atelier, à poncer un plateau en noyer. Pour un bureau que je construisais sur commande. L'odeur de la sueur et de l'huile de lin me semblait déjà plus proche d'un foyer que l'appartement que j'avais partagé avec Camille. J'avais enfilé un t-shirt propre et un jean, et en croisant mon reflet dans la vitre d'une porte-fenêtre, j'ai à peine reconnu l'homme qui me regardait. Il avait l'air détendu. La tension qui habitait mes épaules en permanence durant la dernière année de notre relation avait disparu. Ma peau était bronzée par les randos du week-end, et mes yeux avaient une clarté calme qui manquait depuis longtemps. Et puis je l'ai vu. Camille se tenait près du buffet, un gobelet de vin à la main. Elle parlait à Sophie, mais son corps était orienté, ses yeux scannant la foule. Elle semblait mince, presque fragile. Son sourire était trop large, trop forcé, et il n'atteignait pas ses yeux. Elle avait l'air de jouer un rôle, et cela l'épuisait. Nos regards se sont
croisés à travers la pelouse. Les siens se sont agrandis dans un éclair de choc. Puis se sont détournés, avant de revenir, avec un air frénétique et affamé. J'ai fait un petit signe de tête polie, le genre qu'on adresse à une vague connaissance, et je me suis retourné vers ma conversation avec Thomas. J'ai senti son regard me brûler le dos. Pendant l'heure qui a suivi, je me suis mêlé aux autres. J'ai ri aux mauvaises blagues de Hugo. J'ai parlé de sport. J'ai écouté les projets de Sophie pour son jardin. J'étais présent. J'allais bien. Et pendant tout ce temps, je pouvais sentir l'orbite de Camille se resserrer, tel un satellite en perdition attiré par une planète dont il ne reconnaissait plus la gravité. Elle a fini par me coincer quand je suis allé chercher une autre bière. Dans la glacière, à l'autre bout de la terrasse, loin de la foule. L'odeur de son parfum m'a frappé comme un fantôme d'une vie passée. Julien. Je me suis retourné. De près, la fatigue était encore plus apparente. De fines rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là auparavant, une crispation au niveau de sa bouche. Camille, ai-je salué en décapsulant ma bouteille. Tu as bonne mine, a-t-elle dit, la voix tremblant légèrement. Merci. Toi aussi. C'était une politesse sociale, vide et automatique. Elle a pris une inspiration. Tremblante, se jetant à l'eau. Je pensais ce que j'ai dit dans mes messages. J'ai été idiote, une idiote finie. J'ai été malheureuse. J'ai pris une gorgée de bière. La condensation était fraîche contre mes doigts. Je suis désolé de la prendre. Les mots étaient corrects, mais dénués de tout investissement émotionnel. J'étais désolé de la même manière qu'on est désolé d'apprendre qu'il y a un embouteillage dans lequel on n'est pas coincé. Son visage s'est un peu décomposé à mon ton. C'était un cauchemar. Tout s'est effondré après ton départ. Elle s'est interrompue, s'attendant à ce que je reprenne le fil, que je demande des détails, que j'offre le confort qu'elle avait toujours considéré comme acquis. J'ai juste attendu. Je veux vraiment me marier avec toi, a-t-elle lâché, les mots désespérés et creux. J'avais juste peur. Peur de ce que les gens penseraient. C'était mon problème, pas le tien. Tu dois me croire. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. C'était là, le moment où la boucle se bouclait, le script qu'elle avait écrit dans son message vocal, maintenant livré en personne. Mais le public avait changé. J'ai regardé cette femme qui avait autrefois tenu tout mon cœur entre ses mains et qui avait ri en le laissant glisser entre ses doigts. J'ai ressenti un pincement. Lointain, ni d'amour, ni même de colère, mais de pitié pour la personne qu'elle avait choisi de devenir. C'est drôle, tu sais, ai-je dit d'une voix calme et conversationnelle. Ce soir-là, tu avais tellement peur de te résigner. Ça m'a fait réaliser que moi aussi, je m'étais résigné. Elle a scié, confuse. Quoi? Je m'étais résigné à être avec quelqu'un qui voyait mon amour comme un compromis, avec quelqu'un qui valorisait l'opinion de ses copines plus que mon engagement. Je m'étais résigné à une vie où je devais me faire tout petit pour qu'elle n'ait pas honte. Et j'ai décidé que je ne ferais plus ça. Le sang a quitté son visage. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait préparée. Elle s'attendait à deux. La colère ou au pardon, pas à ce démantèlement philosophique de toute notre relation. Ses yeux ont cherché partout une arme, et se sont posés sur une femme. À l'autre bout de la terrasse qui m'avait souri plus tôt. Et alors? Tu sors. Avec quelqu'un maintenant, a-t-elle ricané, sa voix retrouvant un lambeau de son ancien venin. Cette fille à qui tu parlais? C'est juste une relation. Pansement. On ne passe pas au-dessus de 4 ans en 3 mois. J'ai suivi son regard. C'était Léa, une graphiste que j'avais rencontrée via le boulot. Nous avions eu quelques rendez-vous. C'était facile, amusant.
Elle était passionnée par son travail, farouchement indépendante, et elle me regardait. Comme si j'étais un roman fascinant, pas un livre de poche usé qu'elle avait peur de montrer en public. J'ai regardé Camille, un sourire léger et sincère, touchant mes lèvres. En fait, je ne sors sérieusement avec personne. Je suis juste heureux. Le mot est tombé entre nous avec le poids d'un jugement final. Je construis une vie, ai-je continué, où je n'ai pas à m'inquiéter que ma partenaire ait honte de moi. C'est très paisible. J'ai pris une dernière et longue gorgée de bière, posant la bouteille vide sur la rambarde. La conversation était terminée. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Camille. Vraiment. Mais nous en avons fini ici. Alors que je me détournais pour partir, Léa a jeté un coup d'œil et m'a vu. Elle a souri et a levé sa bouteille dans un discret salut. J'ai commencé à marcher vers elle, laissant Camille seule près de la glacière. J'étais à mi-chemin de la terrasse quand j'ai entendu la voix de Camille une dernière fois, un murmure brisé et vaincu qui se voulait un cri. Tu étais ma valeur sûre. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. J'ai continué à marcher vers ce sourire facile et cette conversation tranquille, le bruit de la fête s'effaçant derrière moi en un bourdonnement insignifiant. Le poids que je portais depuis des années avait disparu. Elle n'était plus la méchante de mon histoire. Elle n'était plus qu'une note de bas de page, une leçon douloureuse qui m'avait appris ma propre valeur. Et pour ça, je suppose, je lui devais un merci.